Et je suis, voilà, pardon, non, je suis assez loin de là où ils viennent les populations roms de Moissac, à Moissac, oui, oui. Voilà, d'accord. Ça, c'est au moins clair, parce qu'effectivement, Oui, oui. apparemment, les Roms qui sont installés aujourd'hui sur le territoire de Moissac viennent quasiment tous d'une même région. Oui. Et elle se situe à quel endroit en Bulgarie? Alors, c'est au sud du pays, au sud, ouest, sud-ouest, entre les montagnes d'ailleurs, les Rhodopes, voilà, c'est une région montagnarde, mais pas que parce qu'ils viennent, en fait, c'est autour surtout d'une ville, donc les plus éloignés, je ne sais pas exactement où ils sont, mais c'est au sud du pays, oui. Alors, on va se retourner vers Stéphane. Stéphane, donc, on a vu arriver toute cette population qui vient donc d'une région bien identifiée, effectivement, de Bulgarie. Comment ça se fait? Comment ça s'explique, ça? Comment vous l'expliquez, vous? Alors, il faut déjà partir du contexte post-socialiste. Parce qu'il y a des crises qui sont produites, comme sans doute, à cette période-là. Mais en fait, la Bulgarie n'a pas vécu une crise, mais deux. Donc, il s'est trouvé dans une situation très difficile. Et les Roms ont été impactés. Donc ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils migrent plus massivement quand ils ont l'opportunité. Et au départ, au cours des années 90, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et pour comprendre leur profil et pourquoi ils se sont ainsi expatriés, il faut se dire qu'à l'époque socialiste, bon, il y a eu un effort d'intégration qui n'a pas exactement fonctionné, mais qui déjà était important avec ces populations-là, qui avaient le même statut au niveau du travail, même si bon, ils n'avaient qu'un diplôme généralement de niveau moyen, parce qu'on essayait quand même à l'époque socialiste de faire en sorte que tout le monde aille à l'école à un certain niveau. Il y avait même la milice qui passait pour vérifier dans les quartiers roms si les enfants allaient bien à l'école. Hein. Donc voilà, il y avait ce soutien de l'État. Et c'est vrai que bon, l'État socialiste a été beaucoup remis en cause en période socialiste, mais il y avait aussi des bonnes choses. Et un Rome est traité de la même manière qu'un Slave ou qu'un Turc. Il faut dire qu'en Bulgarie, la majorité, comme Marina, est d'origine slave. Et il y a aussi deux minorités, la majorité est slave, et il y a deux grandes minorités, il y en a d'autres, mais les deux grandes minorités qui sont les Turcs et les Roms. Et en fait, il y a après différents groupes. Il n'est pas fort. Et différents groupes avec une connotation différente, culturelle, linguistique et religieuse. Donc, ça fait tout un découpage, effectivement, qui fait qu'on retrouve également dans d'autres endroits des Balkans. Cette division fait qu'on a l'habitude de fonctionner en petits groupes communautaires. Ceci parce qu'il y a eu quand même 500 ans d'occupation ottomane, et à l'époque ottomane, tout fonctionnait par des millets, c'est-à-dire des groupes confessionnels, et qui étaient aussi culturels et linguistiques. Et quoi qu'on nous dise des Ottomans, ils ont permis à tous ces groupes de fonctionner pendant 500 ans, même s'il y a eu forcément une influence. Alors, il faut dire qu'au début des années 2000, la communauté rom en Bulgarie était estimée officiellement un peu moins de 400 000 personnes. Et or, les associations n'ont pas du tout le même point de vue. Il est estimé autour de 800 000. Alors que cette proportion a forcément évolué. Il est difficile d'avoir un chiffre précis parce que, justement, on le voit, beaucoup ont migré. Et la migration ne s'est pas effectuée qu'en France. Au contraire, la France, ce n'est pas un pays de migration, de forte migration bulgare. Au contraire, c'est quasiment le seul pays d'Europe de l'Ouest qui a été épargné par la migration bulgare. C'est-à-dire que d'une manière générale, pas seulement les Roms, hein, mais les Slaves, les Turcs, ont d'abord migré dans des pays comme l'Allemagne, aussi l'Italie et l'Espagne. L'Espagne à partir des années 90, mais plus massivement. Il se trouve que l'Espagne, j'en parle aussi surtout parce que les deux principaux secteurs qui étaient affectés par cette migration bulgare, c'était l'agriculture et le bâtiment. Or, dans l'agriculture, comme il fallait être très souple, il y a eu beaucoup de Roms qui ont travaillé dans l'agriculture. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? On a eu une crise financière, économique internationale, et
on a tous entendu parler que bon, les Espagnols voulaient avoir du travail et qu'il y avait un problème avec. J'arrive pas à mettre le son. Et ils sont partis, ont remonté le pays le plus proche. C'est la France. Je désactive. La France. C'est pour ça qu'on a. Stéphane, il y a des interférences là. Donc, si vous ne parlez pas, comme vous. Il faut que j'arrête mon téléphone, non? Parce qu'il vaut mieux que l'ordinateur. Francine. Coupe ton micro, Francine, parce qu'on t'entend. Désactivé, j'ai désactivé. Non. Mais je l'ai fait. Bon, on m'entend là. Le micro de Francine. À gauche, c'est désactivé. À droite, il y a un truc à droite. À droite, il a quitté. À gauche, oui. Mais j'active maintenant ou quoi? Non, on t'entendra parler. Non, on ne peut pas couper le micro de Francine. Oui, non, j'ai essayé, elle a un problème, on ne peut pas couper son micro. J'ai coupé tous les autres, mais celui-là, je n'y arrive pas. Ah bon, alors, Francine, si tu m'entends, s'il te plaît, ne parle pas devant l'ordinateur parce qu'on t'entend. Ça fait ailleurs. On écoute un peu, on va voir. Bon, écoute, je suis lamentable. Allez, ne perds pas de temps avec moi. Bon, alors on va reprendre, Stéphane, pardon de cette interruption du son. Bon, là, c'est Gérard qui parle, c'est toujours désactivé, mais quand Francine, Francine, tu m'entends, Francine, tu me vois? Est-ce que tu peux couper ton micro ou ne pas parler, Francine, parce que ça interfère avec… Mille excuses. Voilà. C'est désactivé. Très bien. Donc, Stéphane, on reprend. Je ne sais pas. On reprend le cours de la conversation. Donc, on en est arrivé au point où, donc, après le socialisme, il y a eu une situation qui a été quand même paradoxale et difficile pour les Roms et qui donc ont connu le besoin de partir, d'immigrer, parce que leur situation sociale, économique ne semblait pas très facile en Bulgarie. Je voudrais juste profiter du fait que nous avons Marina pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement, quelles sont les différences, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la population bulgare, slave, dont vous parliez, Stéphane. Marina? Oui, c'est assez complexe, mais les Roms, comment dire, non, si vous voulez, ne se sont jamais vraiment intégrés, ou plutôt on ne les a peut-être pas intégrés, je ne sais pas exactement. Mais malgré donc les politiques pendant l'époque soviétique, je veux dire, on n'a jamais fait un ensemble. Hein. Ça, c'est sûr qu'on n'a jamais fait un ensemble. Après la chute du mur, il y a eu énormément de problèmes économiques, politiques. Bon, tout le pays, c'était le chaos. Donc, la transition était très difficile. Donc, économiquement, c'est difficile pour le pays, pour tout le pays, hein, et donc encore plus pour ces populations qui se retrouvent vraiment marginalisées, sans diplôme, et qui finalement se retrouvent même géographiquement dans des zones qu'on peut considérer de ghetto, hein, vraiment, et on ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Ouais, c'est comme les gitans pour ici, quoi. Voilà, oui, c'est vraiment, mais même entre eux, c'est la question très complexe parce que on parle d'une communauté rome, mais au sein de cette communauté rome, déjà, il y a plusieurs groupes, des sous-groupes qui même entre eux peuvent se mélanger ou pas, ça dépend. Moi, je ne suis pas une très grande spécialiste de tous les groupes et de tous les sous-groupes, mais c'est assez complexe. Et à vrai dire, en fait, ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que les Roms, enfin, même les Tziganes, parce que ça fait partie des populations tziganes qui, on le sait depuis maintenant le XVIIIe siècle, viendraient de l'Inde, donc Inde, Pakistan, Iran. Il y aurait eu plusieurs vagues de migration. Ils sont arrivés même jusqu'en Europe de l'Ouest, jusqu'à la France, hein, l'Angleterre. Et même si au début, dans certains pays, ils ont été bien acceptés, assez rapidement, ils ont été tous
pourchasser. Vraiment, près de tous les pays, tous les pays européens ont essayé de les intégrer, de les sédentariser, par des lois interdisant de leur culture, leur langue, etc., etc. Donc, c'est allé très, très loin. Voilà, donc ils ont toujours subi en Europe, toute l'Europe, tous les pays, ils ont toujours subi, comment dire, énormément de préjudices, voilà, de racisme, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus que pendant les 2 guerres mondiales, ils ont été dans les camps, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, même à Auschwitz, ils ont été envoyés au même titre que les Israéliens. On n'en parle pas, Oui, oui, on le sait. Mais eux, ils ont été envoyés, tous les pays ont envoyé les Israéliens et les Roms dans les camps, un peu, voilà, en Allemagne. Il y a eu même un camp à Mérignac. Donc voilà. Et donc justement, cette non-reconnaissance fait que pour conséquence aussi à ce qu'eux, ils se replient sur eux-mêmes. Parce que finalement, ils se renforcent, ils sont forts, ils sont toujours en famille. Le Rom ou même le Tzigane seul n'existe pas. Ils sont, la famille, c'est leur ciment dans tout. Voilà, dans la famille, dans le travail, dans l'économie, dans le voyage, c'est un tout. Et c'est vrai que pendant des siècles, ils ont été rejetés par tout le monde. Et aujourd'hui, on arrive vraiment... bon, il y a eu quand même quelques réussites petites par ici, par là, d'intégration. Voilà, c'est pareil, on peut pas parler... C'est difficile de parler de tous les Roms ou de tous les Tziganes parce que ça dépend, encore une fois, des groupes et des sous-groupes. Il y en a certains qui s'intègrent mieux qu'à d'autres. Il y en a... Voilà, c'est assez complexe. Mais en général, voilà, ce sont des populations qui sont, voilà, qui ne vont pas ou très peu à l'école, du coup, voilà, qui ont des métiers ou qui n'ont pas de métier, qui travaillent dans l'agriculture, dans le bâtiment, et qui se déplacent énormément là où il y a du travail. Justement, merci de votre témoignage parce que je crois qu'il est assez éclairant sur effectivement cette communauté rome et la manière dont elle fonctionne, et y compris dans son pays d'origine. Mais alors, question à Stéphane. On a bien compris, ils sont arrivés aux alentours de 2000, ils viennent donc de Bulgarie, mais ils vont vers l'Espagne. Est-ce qu'ils ont une spécialité agricole? Pourquoi se sont-ils tournés vers l'arboriculture, chez nous en tout cas, mais semble-t-il aussi ailleurs, mais en tout cas chez nous? Pourquoi avons-nous une population qui est arrivée et qui est rentrée dans l'arboriculture? Il faut savoir quand même qu'à Moissac, il y a encore quelques années, ce travail était tenu soit par les Maghrébins, soit par les Portugais, soit par les Espagnols. Pourquoi est-ce que ces Roms ont une compétence particulière dans ce domaine? Polonais. Alors, juste avant de débuter, c'est juste pour revenir sur les phases de mobilité en Bulgarie, comment les Roms sont arrivés en une minute, même pas. Il y a eu 3 vagues de migration en Bulgarie. Une première vague, 12e, 14e siècle, et ils viennent, à ce moment-là, ils entrent en Bulgarie par l'Empire ottoman. Donc, ce sont essentiellement des populations qui vont du coup se dire musulmanes, donc des Roms musulmans. Et il y a une deuxième vague en 17e, 18e siècle qui vient par la Roumanie. Donc, ça va être des Roms qui vont se dire chrétiens, parce qu'ils se définissent comme ça. Et on va avoir une troisième vague qui sont celles des Calderaches, qui viennent également de Roumanie. Alors, la première venait de Valachie et de Moldavie, et celle-là vient de Roumanie d'un peu partout. Il s'agit juste de quelques milliers de personnes. Et les Calderaches, c'est ceux qui sont chaudronniers, donc qui vont être un peu moins sédentaires, un peu moins rapidement. Et c'est pour ça qu'en Bulgarie, on a des Roms qui sont là depuis très longtemps, qui sont sédentarisés, aussi sous la pression de l'État, parce que même si ils vivent en marge de la société, souvent dans des quartiers ou alors dans des villages, et là c'est lié au secteur d'activité qu'ils occupaient, puisqu'on parlait du secteur d'activité plutôt industriel dans les villes et donc dans des quartiers des villes, et ceux qui vivaient donc de l'agriculture, dans les villages qu'on retrouve actuellement. Et c'est ce que vous avez à Moissac, ce sont les gens qui viennent de villages. Alors, il y a plusieurs villages et
pour justement ne pas avoir à revenir sur le sujet, ils viennent des alentours de deux villes, en fait, du district de Pazardzhik. C'est ceux de villages autour de Pazardzhik et d'autres des villages autour de la ville de Septem. Ce sont les deux grandes villes de ce district de Pazardzhik qui se trouvent un peu en dessous de la ville de Plovdiv, qui est l'ancienne capitale du père d'Alexandre le Grand, Philippe Auguste. Un point historique. Donc ça, c'était pour revenir sur ces mobilités. Ensuite, c'est là qu'on fait le lien justement avec le secteur qu'ils occupaient, puisque ceux qui viennent des villages, ce sont des gens qui travaillaient, pas eux, souvent directement, mais leurs parents ou leurs grands-parents vivaient dans le secteur de l'agriculture, donc ils ont un lien avec l'agriculture. Donc il faut dire que la transition, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'Espagne, pour beaucoup, hein, parce qu'il y en a qui viennent d'ailleurs, mais que ce soit, on les retrouve aussi en Angleterre, où il y en a qui ont travaillé dans des fermes, et en Italie aussi, où il y a des Roms bulgares qui ont travaillé dans l'agriculture également, mais le plus gros contingent, c'est en Espagne. Et en Espagne, comme je vous l'ai expliqué, après 2008 et les crises, ils remontent, une partie d'entre eux au moins, sur le sud-ouest de la France, c'est-à-dire des villes comme Bordeaux, Toulouse et plus tard, Moissac. Mais, parce que dans un premier temps, l'arrivée sur Moissac, puisqu'on parle, là, on était sur la spécialité. On a des gens qui ont déjà culturellement une attache à la terre, au travail de la terre. Et le fait qu'ils arrivent sur Moissac, c'est simplement qu'en 2007, il y a une occasion. Je vous ai dit, les Roms migrent parce qu'ils ont des opportunités. On leur a souvent interdit les opportunités, ce type d'opportunités dans les années 90. On prenait plutôt les élites de Bulgarie. C'est toujours le cas, hein, avec par exemple les médecins. Depuis 2007 qui sont venus, on parle beaucoup des Roumains, mais il y a des Bulgares, il y en a pas mal d'ailleurs. Et donc les Roms ont pu migrer à partir de ce moment-là parce qu'il y a eu des annonces qui ont été passées pour de la main-d'œuvre agricole, comme d'autres secteurs d'activité. Et il se trouve que bon, il y a des agriculteurs de la région de Montsac qui ont vu des annonces. Un ou deux a répondu à l'annonce. Et comme il a été satisfait de cette main-d'œuvre, de fil en aiguille, il en a parlé autour de lui. Vous savez comment ça se passe dans le milieu agricole. On est satisfait, hein, de bouche à oreille. C'est ce type de main-d'œuvre. Et eux-mêmes, les Roms, avec le bouche à oreille, ont été conseillés et se sont conseillés les uns les autres par le biais justement de la famille dont on parlait. Tout est lié en fait. Et effectivement, chez les Roms, ce qui est, quand on parlait, à un moment donné, on voulait parler d'un type d'organisation. Et j'ai dit, c'est pas forcément adéquat parce que justement, tout est centré sur la famille. La famille souvent élargie, ce qu'on appelle la VICA, mais c'est la famille. La famille, les liens familiaux, par mariage, ça peut être par alliance, mais de suite, c'est la famille très élargie. Et c'est par ces liens-là que les gens se déplacent, s'entraident. Et c'est pour ça qu'il y a un milieu communautaire très fort. Et quand quelqu'un de la famille demande d'aider, ils ont du mal à refuser. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est lié aussi à la migration sur Moissac. Dès qu'il y en a un qui voudrait s'intégrer et un peu s'éloigner de la communauté, il y a quelqu'un d'autre de sa famille qui lui dit est-ce que tu pourrais m'aider? Et il ne peut pas moralement répondre non, même s'il voudrait parfois s'intégrer et y avoir un peu d'immersion. Il y a quelques familles déjà qui ont tenté de s'éloigner un peu de la communauté. Mais ouais, il y a cette difficulté-là qui est une difficulté supplémentaire pour eux. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Si Marina, justement, on va y revenir sur l'intégration, hein, parce qu'évidemment, c'est ça qui nous intéresse au premier chef, puisqu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une population importante à Moissac, une population de Roms importante, et comme vous le disiez et l'expliquez, c'est effectivement par le biais des liens familiaux que tout ça se développe, s'entretient, se conforte. On évalue à combien aujourd'hui? Vous avez une idée du nombre de Roms sur Moissac et les alentours, hein, parlons du territoire. Alors, tout dépend du moment de l'année dont on parle. Parce que là, actuellement, ils sont en train de revenir. Mais si vous parlez par exemple des vacances d'hiver, vous n'en avez quasiment plus. Vous avez 100, 200 personnes, c'est tout. Et en été, ça dépasse le millier de personnes. Et, vous avez entre 1000 et 1500 personnes au mois de juillet-août qui sont là. Alors, 1000, 1500 personnes, je compte les familles, c'est-à-dire les enfants compris. Donc, mais ce qui est intéressant aussi à signaler au niveau des Roms par rapport à l'arrivée d'autres migrations, c'est que c'est des gens qui,
tous les adultes travaillent. C'est-à-dire que la femme va aussi travailler dans les champs, ce que vous n'avez pas forcément retrouvé dans d'autres minorités ou d'autres populations. Par exemple, si vous prenez les Turcs bulgares, le Turc bulgare, lui, va travailler, la femme reste à la maison et elle ne va pas travailler. Donc, vous avez des situations culturelles différentes. Donc là, vous avez plus un pied d'égalité au niveau du travail entre l'homme et la femme, même si vous avez une culture du patriarcat au niveau de la vie, du mode de vie. Mais au niveau du travail, les femmes travaillent comme les hommes. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est que aussi, la femme à la maison, elle a les tâches ménagères à faire supplémentaires. Et quand c'est une mère de famille, que par exemple le fils se marie, la belle-fille vient à la maison, mais c'est toujours la mère qui fait le gros du travail. Donc elle a sa charge de travail à l'extérieur, la charge habituelle de son ménage, et aussi même de prendre soin des belles-filles en quelque sorte. Donc c'est pour ça que vous avez des femmes souvent usées dans la communauté rome, parce qu'elles ont une charge de travail énorme. Et effectivement, il y a un décalage qui se fait à ce niveau-là, mais pas au niveau du travail au sens économique. Stéphane, excusez-moi, est-ce qu'il est possible de vous rapprocher un petit peu du micro parce qu'on a des problèmes, vos paroles sont un petit peu hachées et donc on vous entend avec intermittence quelquefois. Oui, le son n'est pas très bon avec Stéphane, mais ce serait bien que vous soyez un peu plus près du micro. Et je reprends la parole pour la donner tout de suite à Marina. Donc on a compris, ce sont des populations qui vont et qui viennent. Ça veut dire que on n'a aucune chance de les voir s'arrêter, s'installer sur Moissac. On va continuer à connaître ce va-et-vient. Ils sont là l'été, ils repartent l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer, vous qui les connaissez un peu? Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs scénarios. S'ils arrivent à trouver du travail toute l'année, s'ils arrivent à avoir des logements, des soins, s'ils arrivent à avoir les conditions de vie dignes et qu'il y ait aussi une acceptation peut-être du coup, dans notre cas, des Moissaguais, peut-être qu'ils pourraient rester à Moissac, mais ce sont aussi des immigrés économiques. Donc, ça veut dire qu'ils sont surtout là parce que dans leur pays, ils ne peuvent pas vivre dignement. Ce ne sont pas des immigrés qui sont venus chercher autre chose pour venir, voilà. Donc, c'est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Il faudrait plusieurs conditions réunies pour voir s'ils veulent, enfin, s'ils souhaitent rester, s'intégrer, etc. Et pour moi, donc le point de départ, ce serait vraiment un rendez-vous, enfin, une réunion avec eux, pouvoir discuter avec eux et les intégrer dans tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre ensuite. Parce que sans ça, pour moi, c'est, enfin, personnellement, hein, mais d'après ce que j'ai vu aussi dans mon pays et ce que j'ai vu aussi pendant les années où je travaillais auprès des Roms, il faut absolument souvent, on règle le problème des Roms sans les Roms. Et c'est vrai que, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas. Et voilà, pour moi, c'est le cœur de... Voilà, c'est ça qui va conditionner comment ça va se passer ensuite. Stéphane, c'est votre point de vue aussi. Vous pensez qu'il y a une possibilité? Oui, alors à ce niveau-là, pour moi, ils vont rester. Je vais expliquer pourquoi. Mais je suis tout à fait d'accord sur ce point de vue-là. On règle souvent les problèmes des Roms sans les Roms. Et ça se voit beaucoup en Bulgarie. C'est pour ça que, du coup, ils n'ont confiance que dans les associations de Roms. Et c'est pour ça que vous avez un décalage entre les autorités, ce que les autorités savent sur les familles roms, et puis ce que savent les associations, mais qui ne communiquent pas, étant donné qu'elles n'ont pas confiance à l'administration. Pour l'instant, ils ont un statut un peu particulier, et pendant des années, on ne s'est pas trop intéressé à eux. Avec l'arrivée dans l'Europe, on s'est davantage intéressé à eux, mais bon, ils n'ont pas forcément confiance. Ils ont cette culture d'être toujours un peu victime et de se voir comme victime, parfois trop, parce qu'ils voient qu'on les dénigre aussi, mais bon, parfois, tout ce que l'on peut dire est mal interprété. Donc, il y a cette difficulté
quand on rentre en contact avec eux, pour obtenir leur confiance, toujours devoir s'expliquer, prendre le temps d'expliquer plusieurs fois pour être compris, parce qu'une seule fois, ça ne sera pas forcément suffisant, et ils vont vous dire oui, oui, mais ils n'ont pas forcément compris ce que vous avez dit. Il faut vraiment vulgariser et ne pas avoir peur de répéter plusieurs fois. Les messages, parfois, ont des difficultés en termes de communication à passer. Et il faut vraiment une culture de la patience. Donc à ce niveau-là, et donc on ne va pas, à mon idée, changer les choses du jour au lendemain. Mais dans le temps, régulièrement, bon, mais c'est comme un roseau, mais il faut aller dans le sens du vent et progressivement les choses changent. Donc pourquoi ils vont rester? Alors tout simplement parce que c'est comme pour tous les migrants. Beaucoup de migrants s'installent quelque part, ils pensent qu'ils vont partir, ils investissent en Bulgarie, ils continuent à construire des maisons, mais leur vie est ici, leurs enfants apprennent à l'école ici, ils grandissent ici, et même s'ils y vont de temps en temps, ils y retournent pendant l'hiver. Bon, mais quelques semaines, certains, maintenant il n'y en a plus certains qui ne retournent que quelques semaines, et il y en a même certains dont les parents vivent ici, les enfants et eux-mêmes, leur couple, donc ils n'ont plus vraiment de famille en Bulgarie. Ceux-là, bon, c'est les premiers, mais bon, ils n'ont plus vraiment d'occasion de repartir. Il arrive souvent des hivers où ils ne repartent même plus. Donc, effectivement, il y a toujours des Roms qui vont rester, des Bulgares qui vont rester, les Roms vont rester à Moissac. Et il va forcément y en avoir de plus en plus, parce que d'une année sur l'autre, on voit que le nombre augmente, même si c'est légèrement. Et ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de pouvoir fidéliser une partie de la communauté, lui trouver un travail régulier, parce qu'ils vont le faire de plus en plus, et d'arriver à avoir toujours la même partie de population pour pouvoir l'intégrer. Parce que quand vous avez un turnover avec des arrivées sans arrêt, c'est difficile de pouvoir intégrer. Et d'autant plus qu'avec l'évolution et l'importance de la communauté, comme elle a toujours cette envie d'un peu de se replier sur soi, mais pour se protéger, bon, mais les contacts vont être de plus en plus difficiles, puisque en fait, il y a des ramifications dans tous les sens. Et comme j'ai dit, le mode d'organisation, et Marina l'avait dit avant moi, c'est la famille. Donc, pour les viser, il faut viser large et avoir des contacts avec toutes les familles, enfin, le plus possible. C'est pour ça que l'idée de se trouver à chaque fois un interlocuteur type, ça peut marcher un temps pour certaines choses, mais d'une manière générale, il faut trouver une manière de communiquer avec eux qui soit générale et égalitaire vis-à-vis d'eux. Parce que si vous passez pour le copain d'une famille, vis-à-vis d'une famille qui ne s'entend pas forcément, vous serez pour elle quelqu'un à qui elle ne peut pas avoir confiance. Donc, il faut avoir un comportement très sobre et très digne vis-à-vis d'eux et de manière égalitaire. Le plus neutre possible, même si on peut apparaître bienveillant. On a bien compris, Stéphane et Marina, qu'il fallait effectivement faire avec les Roms, c'est-à-dire aller vers eux et essayer d'aborder les questions qui peuvent se poser sur leur intégration, sur leur place dans la société moissagaise et dans le territoire de notre région, avec eux. Mais il y a quand même une difficulté, semble-t-il, c'est la langue. C'est très difficile de communiquer avec eux et semble-t-il, ils n'ont pas beaucoup d'envie d'apprendre le français. Alors, est-ce qu'il y a une méthode, peut-être Marina va nous répondre là-dessus, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a une démarche particulière qu'il faudrait faire pour qu'on puisse communiquer? Parce qu'aller vers eux, c'est une chose, encore faut-il pouvoir le faire dans une langue que nous partageons, et là, ce n'est pas le cas. Alors, question difficile parce que effectivement, voilà, il y a toujours cette histoire de repli sur soi, sur la famille, sur la communauté. Donc, si en plus ils se sentent pas bien acceptés, si on essaye de, comme disait Stéphane, si on perd quelque part leur confiance, si on les traite de la même manière qu'en Bulgarie, clairement, ça va être compliqué. D'autant plus que, honnêtement, ils ont subi tellement, enfin, ils ont été souvent victimes enfin, voilà, ils n'ont pas été bien traités ni en Bulgarie ni ailleurs. Là-bas, ils connaissent la misère, hein, donc vous n'allez pas leur faire peur avec ça. Donc, moi, je pense qu'il faudrait éventuellement voir
avec des associations et, comme a dit Stéphane, vraiment gagner leur confiance et pour pouvoir petit à petit trouver une méthodologie, des cours ou plutôt vraiment, je pense qu'au-delà des cours, ce serait même plus les impliquer dans la vie quotidienne, dans la vie moissagnaise, et qu'ils apprennent petit à petit par le travail, par la vie, par les voisins, parce que les cours de langue, par les enfants aussi. Si les enfants sont scolarisés, au moins au début, ils vont servir d'interprètes entre la famille et les institutions. Et petit à petit, s'ils restent la génération d'après, voilà. Mais oui, effectivement, c'est une question complexe aussi. On comprend que c'est un travail de longue haleine. Oui. Il faudra passer par la jeune génération, et ça, je pense. Oui. Je pense que c'est par ça. Oui. Et ça, on l'a vu avec d'autres immigrations. Hein. Les immigrations espagnoles, portugaises, polonaises ont eu à peu près les mêmes problèmes de langue. Et que les jeunes ont servi de pont, c'est évident. Oui. Encore faut-il déjà que les enfants aillent à l'école. Alors, l'obligation scolaire, ça, c'est un vrai problème quand même. Oui. Voilà. Et puis, l'autre question, qui est une question que je ne peux pas ne pas poser, ou à vous, Marina, ou à Stéphane, c'est on entend beaucoup à Moissac qu'il y a des mafias qui organisent tout ça, qui tiennent la population. Alors, vous dites c'est les familles, mais d'autres disent que ce sont des mafias qui ont organisé l'ensemble, qui prélèvent la dîme auprès de la population. Alors, qu'en est-il réellement, Stéphane? Alors, ils sont appelés par les Bulgares eux-mêmes, les commissionnaires. Mais ça, c'est un système, en fait, pour comprendre comment il fonctionne de la même manière en Bulgarie. C'est-à-dire que, comme en plus on a eu ce système de débrouille post-socialiste, tout le monde s'est débrouillé comme il a pu et s'est fait rémunérer comme il a pu. C'est-à-dire qu'il y a une économie grise, d'ailleurs qui fonctionnait déjà un petit peu déjà dans les années 80, mais la situation post-socialiste, puisqu'il y a eu une première crise de transition avec la fin des fermes d'État et toute l'économie, plus une deuxième crise en 96-97 pendant l'hiver, c'est-à-dire que toutes les années 90, ça a été vraiment des années très très dures à vivre pour eux. Et ils se sont refermés encore plus que les autres sur leur propre mode de vie économique. Et comme ils ont des difficultés d'apprentissage, donc ils n'avaient pas un niveau d'apprentissage très élevé, c'était toujours est-ce que tu peux m'aider? Il demandait à la famille d'à côté et en échange, il lui donnait un bakchich. Alors le bakchich, c'est pas comme chez nous, hein, c'est juste on donne quelque chose, c'est pas forcément l'idée d'un pot de vin, mais ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un trouve quelque chose et il donne le tuyau aux autres, mais il se fait rémunérer en retour. Et tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si vous avez des Bulgares qui vont arriver, on parle des Bulgares, on parle toujours de Rome, hein, Marina. Donc, oui, je sais, ma compagne est bulgare. Donc, oui, elle est de Dobrich, hein, donc elle n'est pas très loin. On n'est pas loin. Donc, juste pour dire qu'en fait, pour les Bulgares, comme les Slaves, comme vous disiez, l'insulte ultime, c'est de l'appeler Rome, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça. Pardon. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant à prendre en compte, parce que justement, il y a ce climat en Bulgarie, mais qui est dû au fait qu'il y a les 500 ans d'occupation ottomane et qu'il y ait des milliers, ces groupes confessionnels qui ont vécu les uns à côté des autres. C'était pas la guerre, hein, mais chacun vivait de son côté. Et donc, il n'y a pas comme chez nous une culture de communauté nationale, ça leur est étranger. Et donc, les Roms étant des gens eux-mêmes divisés en sous-groupes, parce qu'on a dit, on a d'ailleurs la question des religions, on pourra voir donc à moi ça que c'est des groupes particuliers. Mais c'est quoi la religion, Stéphane? Alors là, déjà, on a ici des gens qui se disent toujours chrétiens. C'est le premier mot par lequel ils se définissent. Alors, vous en avez trois groupes, essentiellement, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en Bulgarie, notamment au niveau des Roms, vous avez une évangélisation très importante à partir des années 90. Donc, beaucoup de Roms qui se disaient chrétiens plutôt orthodoxes ont basculé et ont choisi l'évangélisme. Et donc, là, c'est essentiellement le groupe que vous avez. Et certains parmi eux
se sont détournés et sont plutôt allés vers l'église du 7e siècle, du 7e jour, pardon. Donc, ce sont des adventistes. Et de l'autre côté, vous avez les témoins de Jéhovah. Donc, vous avez ces trois groupes. Et bon, le groupe majoritaire, c'est quand même des évangélistes. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'ils se disent évangélistes et chrétiens qu'ils fréquentent l'église assidûment. Mais c'est culturellement, on se définit par une identité religieuse. Comme vous aurez en Yougoslavie, un Serbe, c'est l'orthodoxe, le croate, c'est le catholique, et le bosniaque, c'est le musulman. Alors qu'ils sont tous des slaves. Mais vous avez une division comme ça qui est faite, basée sur la religion, mais qui comprend aussi des données linguistiques et culturelles. Mais voilà, la religion sert à définir les groupes parce que c'est l'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire de l'occupation sous la sublime porte. Donc ça les conditionne encore aujourd'hui. Et le fait qu'on ait eu plusieurs décennies de socialisme n'empêche pas, après 500 ans, de revenir à cette culture. Et dès le début des années 90, on est revenu à la culture patriarcale, alors que dès le début de la fin des années 40, c'était l'égalité complète entre les hommes et les femmes. Donc on a basculé et en fait il y a eu un phénomène de réaction et on est revenu quelques décennies plus tard comme si rien ne s'était passé presque. Donc avec l'hyperféminité, enfin, des choses qui étaient étrangères à la culture socialiste. Il y a eu cette forme de réaction en rejetant un peu tout du socialisme à la Bulgare et qui n'avait pas forcément que des mauvaises choses, hein. Notamment dans l'enseignement scolaire. Les Bulgares étaient en pointe sur certains domaines, notamment sur l'apprentissage des langues. L'immersion, c'est un peu eux qui l'ont inventé en prenant les écoles françaises, les écoles des catholiques. Ils ont pris ces écoles françaises-là et ils en ont commencé à faire des écoles bilingues dès la fin des années 40. Donc, ce que font les Finlandais actuellement, eux, ils les avaient inventés, ils avaient inventé ça dans la fin des années 40. Donc, quand on parle des langues, de l'apprentissage des langues, bon, on peut faire. Mais moi, au niveau de ce côté-là de l'apprentissage et des cours de langue, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'essentiel en tant que tel. Il faut pouvoir l'avoir sous la main, mais l'essentiel, c'est qu'il fasse aussi une partie du chemin vers les Moissagais et donc qu'ils se retrouvent en situation d'immersion et qu'eux aussi sont obligés de faire l'effort. Parce que, en fait, les familles que l'on a, justement, avec cette culture du bakshish, d'essayer d'avoir quelque chose en échange et de se faire aider en permanence, ils s'aident entre les uns et les autres sans arrêt. Ils n'ont pas cette culture que l'on a de l'autonomie. Et ils ne cherchent pas l'autonomie, pas l'autonomie sociale, alors que nous, c'est un des principes de notre société. On essaye tous d'être autonomes. Administrativement, c'est important, le travail, ce genre de choses. Et eux, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, d'où un petit peu les formes qui peuvent nous apparaître comme des déviances, mais qui sont liées à cette différence de code culturel. Et il faut leur montrer quels sont nos codes culturels, il faut comprendre quels sont les leurs pour qu'on puisse faire le chemin, chacun un peu eux de leur côté et nous du nôtre. Mais il va peut-être falloir les forcer un petit peu à faire une partie du chemin, parce que c'est pas dans leur nature et pas dans leur culture. Donc, ils ont un petit peu cette peur de l'autre, d'être dévalué. Et donc, la confiance, ça va mettre du temps. Et donc, il ne faut pas avoir peur que ça prenne du temps de créer des rapports de confiance pour pouvoir être écouté. Parce que vous serez entendu, mais pas écouté. Et donc, pour pouvoir passer des messages, il va falloir que ce soit des messages passés plusieurs fois par beaucoup d'interlocuteurs qui ont acquis leur confiance. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'attacher à avoir des contacts avec beaucoup de familles et pas spécifiquement avec un chef qui pourra passer pour quelqu'un qui a le contact avec tout le monde, se faire valoriser dans sa communauté, et en fait, vous aurez un petit peu le téléphone arabe inversé, mais voilà, le message que vous voudrez passer ne va pas fonctionner. Et donc, il faut essayer et c'est là, en ce sens que, en tant que Français, et la société française a cette culture un petit peu égalitaire et d'aller au contact du contact social. Je pense que, bon, par escale confluence, surtout ces derniers mois, avec les travailleurs sociaux de l'antenne, justement, travaillent sur cette recherche d'autonomie. Moi, j'ai vu dans d'autres endroits, à Bordeaux également, les travailleurs sociaux qui travaillent avec les Roms bulgares, et les Turcs bulgares et les Pomaks. Les Pomaks, ce sont des Slaves, mais musulmans, traditionnellement musulmans. C'est une autre minorité. Hein, donc,
en Bulgarie, même si ce sont des Slaves, et ce sont des Bulgares slaves comme le groupe dominant. Culturellement et chrétien, mais bon, avec les années du socialisme, il y a des traditions qui sont restées sans qu'il y ait une imprégnation très forte. Je vous écoute. Bon. Alors là, vous avez mis le doigt, Stéphane, sur une autre question qui taraude les Moissagais, effectivement, c'est le mode de vie, la manière dont ces gens vivent sur le territoire, au centre-ville, dans les lieux où ils habitent. Alors, précisons tout de suite quand même que quand on parle avec les agriculteurs, il n'y en a pas un qui se plaint de ces travailleurs. Hein. Moi, je n'en ai pas trouvé. Les agriculteurs sont plutôt contents. Ils considèrent que c'est une main-d'œuvre qui fait le travail, qui est disponible quand ils en ont besoin. Alors ça pose une autre question après, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. En revanche, là où il y a un gros problème, semble-t-il, avec la population moissagaise, et notamment là où ils habitent, au centre-ville, c'est leur mode de vie, c'est-à-dire le fait qu'ils sont bruyants, parfois sales, que parfois ils ne respectent pas, ou même souvent ils ne respectent pas notre façon de gérer l'espace public. Alors, j'ai bien entendu, il faut aller à leur rencontre, il faut leur parler par différents canaux, y aller à plusieurs reprises, mais j'ai une question quand même un peu. Stéphane, vous évoquez souvent la période socialiste. C'était une période dure, c'était une période ferme. Est-ce que... Ouais. Est-ce qu'il faut avoir à l'égard de ces populations une politique répressive, une politique de fermeté, va-t-on dire, ou est-ce qu'il faut, au contraire, essayer de faire de la pédagogie, d'aller vers eux, de leur expliquer et de faire en sorte que progressivement ils intègrent et comprennent quels sont nos modes de vie? Stéphane ou Marina, hein, au choix, allez-y, hein, le premier qui a envie de parler. Je laisse Marina commencer, peut-être, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Alors, moi, j'hésite un petit peu parce que une politique répressive, ça dépend jusqu'où. Parce qu'on a vu que même la politique répressive, ça ne fonctionne pas forcément. Et qu'au contraire, on peut avoir plutôt des échecs. Mais ça, pour moi, tout est dans le dosage, en fait. Oui, il faut les inciter, comme il a dit Stéphane, il faut vraiment les inciter à ce qu'eux, ils deviennent plus autonomes. Il faut un peu les pousser, mais pas non plus voilà, interdire leur culture ou leur interdire de parler leur langue ou de pratiquer leur religion ou je ne sais pas quoi. Mais oui, il faudrait trouver en fait un juste milieu entre les deux. Je pense, hein, voilà. Moi, enfin, je sais pas ce que Stéphane. Oui, alors, c'est vrai qu'il faut un savant dosage parce que de toute façon, on a besoin de tout pour vivre en société. Il y a besoin, le répressif et la médiation, tout doit être coordonné. Donc, la prévention est importante, mais il faut que tout le monde puisse travailler avec tout le monde et en bonne entente. Donc après, sur ce problème de confiance, il est bien évident que un travail social est primordial. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un travail social, il ne doit pas y avoir, essayer de faire comprendre quelles sont les règles. Après, effectivement, il y a la manière de faire cet apprentissage des règles, de leur parler, de leur dire qu'est-ce que c'est. Et ils peuvent se sentir facilement agressés. Et effectivement, c'est vrai que la première fois, si vous avez par exemple les forces de l'ordre qui procèdent à des contrôles, c'est vrai que la première fois sur un sujet, c'est bien effectivement d'avoir de la pédagogie, de rappeler la règle, de faire plutôt du rappel à la loi. Et effectivement, si ça ne fonctionne pas, par exemple, s'il y a des stationnements anarchiques, il est bien évident que s'il y a de la verbalisation, eh bien, ça va rentrer dans le rang parce que, par peur du gendarme et surtout parce que ça touche le porte-monnaie, ça va avoir une efficacité. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut après que ça ait une efficacité dans le temps. Et c'est là où il faut qu'il y ait l'action du social. Sur un temps restreint, vous allez pouvoir avoir une action du répressif pour que l'ordre règne, en quelque sorte. Mais ce qui vous intéresse à Moissac, c'est qu'après, les comportements changent dans le temps.
Et donc, il faut se faire comprendre pour ça. Donc, il faut forcément de la pédagogie. Et la pédagogie veut dire aussi se rapprocher d'eux et les écouter pour être écoutés. Et leur dire qu'on va les écouter, mais qu'en échange, il faudra qu'ils écoutent. Et bien mettre l'accent sur ce que c'est, parce que c'est vrai que eux, si on les écoute, ils vont avoir tendance à beaucoup parler. Il va falloir dire, au bout d'un moment, c'est notre tour. Nous aussi, on a des choses à exprimer. Et on vous a laissé parler. Maintenant, c'est à notre tour. Et un échange qui peut être productif. Les parties ne sont pas forcément au départ bon, d'accord, mais en se connaissant, en se respectant, c'est le problème qu'il y a d'ailleurs entre de différents voisinages, c'est que souvent les gens ne se parlent pas. Et parce que justement, il y a ce problème de la langue, mais il y a la peur aussi de l'autre qui fait qu'on ne va pas vers l'autre. C'est-à-dire, si vous avez un groupe de Roms bulgares qui parlent dans la rue, comme je l'avais dit, ce sont des villageois, ils ont l'habitude de vivre à la campagne, ils se regroupent comme dans leur petit village. Moi, ça, pour eux, ça ne change rien. Pour eux, ils se retrouvent sur la voie publique, ils sont en train de parler, ils ne comprennent pas pourquoi on vient les voir, et ça fait du bruit ou autre chose. Et le fait, effectivement, de leur mode de vie, parce qu'ils sont tous en appartement, tous regroupés, des grandes familles dans des tout petits appartements, il y a le fait, effectivement, que bon, il y a des logements qui ne conviennent pas et que bon, beaucoup de propriétaires ont été heureux de leur louer. Et il y a le côté aussi où les gens s'en passent parce que bon, ils veulent gagner le plus d'argent possible pour, comme je vous l'ai dit, le réinvestir en Bulgarie. Donc, bon, tout est dans une affaire de nuances et tout le monde est un peu responsable de la situation actuelle. Le tout, c'est que bon, tout le monde accepte un peu sa part de responsabilité pour évoluer. Ça va être dur pour les Moissagais, ça va être dur pour les Bulgares aussi, qui se sentent souvent victimes. Donc, tout le monde a un travail à faire à ce niveau-là. Et sur le sentiment d'insécurité, on sait que c'est quand même plutôt des populations plus âgées qui ont ce sentiment-là, parce que cette migration est très exotique pour elles. Dire, on est plus habitué en France à avoir des migrations qui viennent d'Afrique, qu'elles soient subsahariennes ou nord-africaines, plutôt que des migrations qui viennent des Balkans. Même les Slaves, même si on va en Bulgarie et qu'on ne connaît pas, qu'on ne va pas dans des quartiers roms et dans des villages roms, bon, on se sent quand même dépaysé. Encore depuis un certain nombre d'années, ça a changé, mais quand on y allait au milieu, ne serait-ce qu'au milieu des années 2000, ce qui a été mon cas, bon, on peut être dépaysé. Vous rentrez dans un magasin, l'habitude du socialisme, les gens attendent que tout se passe, les commerçants ne viennent pas forcément vers vous, vous avez l'impression que vous les dérangez. Donc, et là, j'en viens pour faire un petit peu quelque chose d'humoristique, parce qu'on parle souvent de leur manière de s'exprimer, aussi de leur visage fermé, et en fait, ils ont l'habitude d'être comme ça. Et si vous prenez les Bulgares, Slaves, autant que les Roms, vous retrouvez ce type parfois de visage un peu fermé. Et quand vous avez un groupe comme ça qui se trouve sur la voie publique, à Moissac, disons, dans la place centrale, par exemple le Récollet, et bon, mais forcément, ils sont tous rassemblés, ils se rouspètent entre eux et ils parlent fort. Donc, bon, ça fait peur en plus. Donc, ils sont bruyants, ils ne font pas attention, mais surtout, bon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est des groupes de mafieux entre eux, là, ils sont en train de se parler, qu'est-ce qu'ils font? En plus, ils ont des grosses voitures. Des grosses voitures souvent fortement criées. Des grosses voitures, c'est ça. Voilà, donc, mais voilà, on est aussi dans le cliché. Alors, il y a des comportements déviants, il ne faut pas les nier, mais ils sont très fortement exagérés, et c'est pour ça qu'en fait, quand après, si on veut mettre tout centré sur une politique de répression en se disant il y a beaucoup de comportements déviants, ils ont leur comportement déviant, d'autres parties de la population moissagaise a les siens, et en fait, si on commence à considérer qu'ils en ont plus que d'autres, on risque de se tromper. Il faut en fait taper là où il y a des problèmes, mais pas forcément partout, parce qu'il n'y a pas de problèmes partout. Donc, et c'est vrai qu'en instaurant un dialogue, ça va permettre de comprendre certaines choses sur leur code culturel à eux. Et ça permettra de leur faire davantage comprendre nos codes culturels à nous. Et beaucoup ont déjà commencé à comprendre. On a bien compris ça. Il faut instaurer le dialogue. Le dialogue, c'est deux personnes, deux groupes qui se parlent. Il faut donc que les Moissagais
au-delà des animateurs sociaux, au-delà des personnels officiels, il faut donc que les Moissagais fassent un effort d'aller à la rencontre de ces populations. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, ainsi que Marina, il faut qu'il y ait une volonté partagée quand on veut favoriser l'intégration d'une population étrangère. Il y va évidemment de la volonté de la population en question, mais aussi de celle qui accueille. Et donc, il faudrait peut-être que les Moissagais aussi fassent ce travail en direction des Bulgares pour essayer progressivement de les comprendre, de nouer le dialogue avec eux et de mettre en place quelque chose qui soit de l'ordre, on l'a bien compris, de la confiance. La confiance semble être un mot-clé dans ce que vous nous avez dit, et l'un et l'autre. Il y a une autre question qui se pose quand même à Moissac et qui concerne là pour le coup les Moissagais, directement, les Moissagais de souche, comme on dit. Vous l'avez d'ailleurs souligné au passage, Stéphane, c'est les locations, la location des appartements. Le fait qu'aujourd'hui, on loue à Moissac des appartements, des maisons, des garages dans lesquels on laisse s'entasser des familles bulgares qui parfois sont bien au-delà des normes en vigueur dans ce pays et qui provoquent un double problème. C'est à la fois celui d'un enrichissement d'une partie de cette population française qui profite de la situation et qui donc n'a pas intérêt à ce que ça change d'une certaine manière, et qui provoque aussi chez les autres et peut-être parfois chez les mêmes un sentiment de rejet parce qu'ils ont le sentiment que ces Bulgares, décidément, ne vivent pas comme nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'il faut instaurer un contrôle des locations? Est-ce qu'il faut instaurer quelque chose qui soit de l'ordre du contraignant? Marina, peut-être d'abord Marina. Oui, alors, je vais redire un peu la même chose, mais alors oui, oui, effectivement, parce que quand on met une famille de, je ne sais pas, 10 personnes dans 20 mètres carrés, déjà forcément, ça va être bruyant. Forcément, ils vont être dehors. Et forcément, comme l'a très bien expliqué Stéphane, ils se regroupent entre eux. Voilà, moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que ça se passe comme ça en Bulgarie. Moi, je n'ai pas peur parce que je sais qu'ils ne sont pas dangereux. Encore moins ici en France. Je veux dire, je ne pense pas qu'ils soient violents envers les habitants. Je ne pense pas. Et il faudrait peut-être aussi, oui, d'abord déjà qu'ils sachent que ça gêne les Français. Peut-être qu'ils ont commencé à le comprendre, mais pour eux, c'est tout à fait normal et peut-être qu'ils ne comprennent pas qu'on leur dise quoi que ce soit parce que pour eux, ce n'est pas gênant. Parce que voilà, c'est des familles, entre familles, ils discutent. C'est comme si vous discutiez avec votre famille. Et puis, effectivement, enfermé dans 20 mètres carrés, si on est 10, forcément, on va sortir. Donc, ce problème de logement me paraît quand même important. Après, il ne faudrait pas que ça se passe de manière on vous déloge. Parce que c'est le risque. Parce que s'ils se sentent délogés, ils vont se sentir rejetés, menacés, et la confiance va être rompue. Donc, par quelle manière le prendre pour moi, c'est toujours pareil. Il faut en discuter avec eux, avec les associations, commencer par la méthode pédagogique et déjà aller à leur rencontre pour voir ce qu'ils pensent eux. Enfin, je ne sais pas comment eux ils voient la chose, comment eux ils se sentent. Peut-être qu'ils vont nous apprendre des choses et qu'à partir de là, on va voir effectivement ce qui va en sortir. Et voilà. Après, est-ce qu'ils ont les moyens financiers de louer une maison pour 10 personnes avec un jardin? Je ne sais pas non plus. Ouais, voilà. Mais moi, je pense que vraiment, la première des choses, c'est de commencer par ça, par aller les voir et voir comment eux, vraiment, ils voient la chose aussi, et après, les Moissagais, il faut le dire qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, alors, dans cette question-là, il y a aussi la question des bailleurs privés en fait, qui leur louent. Mais il ne faut pas partir du postulat que tous les bailleurs privés sont d'horribles personnes qui veulent profiter de ces populations. Hein. Bon, souvent, c'est aussi leur ont loué parce qu'ils n'avaient pas d'autre alternative. Et ils savaient souvent que ces locaux n'étaient pas adaptés et ils leur ont loué. Donc,
Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens, de bailleurs, qui avaient une bonne opinion des Bulgares. Déjà, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ce sont des bons payeurs, hein, les Roms. Alors, ils ont des problèmes, parce que le suivi social sert surtout à ça, c'est qu'ils ont des difficultés à gérer leur budget. Ils sont très dépensiers dès qu'ils ont quelque chose. Ils pensent à faire des achats, ils enfouraillent tout ce qu'ils trouvent comme nourriture dans de gros congélateurs qu'ils s'achètent parce qu'ils pensent faire des promotions. Et le congélateur est à fond, donc ils ont une somme d'électricité à payer par mois qui est monstrueuse. C'est comme le chauffage, ils ne savent pas gérer, donc ils ont besoin, dans la gestion de la vie de tous les jours, d'être accompagnés. L'accompagnement, et c'est là qu'il est intéressant. Pour le reste, quand c'est des démarches administratives, il faut qu'ils soient être dans une démarche active aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent une partie du chemin. Si ce n'est pas la moitié, que ce soit déjà une partie, mais voilà, les responsabiliser progressivement, même s'ils ne le souhaitent pas. Et pour ce qui concerne les bailleurs, moi je pense que les bailleurs privés, en fait, doivent être associés d'une manière générale et il doit y avoir un dialogue au niveau des autorités publiques avec eux, à égalité avec les locataires. C'est-à-dire que la parole de tout le monde doit être entendue. C'est-à-dire que jeter la pierre à quelqu'un, ça ne permettra pas de trouver des solutions. Je pense qu'avec les bailleurs privés, effectivement, si on peut leur mettre aussi devant leurs responsabilités, à un moment donné, une partie d'entre eux, au moins, pourront les prendre et ça participerait de l'amélioration de la situation. Parce que là, pour que ça s'améliore, il faut que chacun des acteurs évolue sur sa position. Et c'est comme, en fait, on a parlé de la situation à Moissac avec les Bulgares et les Moissagais, mais quand on parle des Moissagais avant les Bulgares, il y a aussi la communauté maghrébine, qui n'est pas forcément une communauté, parce que suivant l'origine dont on vient du Maghreb, on ne vit pas vraiment forcément en communauté. Mais ils ont une culture aussi à part, et ils ne sont pas tous intégrés de la même manière. Donc, et leur rapport avec les Bulgares est aussi à part. C'est-à-dire que quand on parle vous parlez des Moissagais, vous parlez souvent notamment des gens qui vivent là depuis longtemps, et puis notamment des personnes plus âgées qui ont cette problématique-là, qui vivent dans le centre-ville. Et il y a aussi, d'ailleurs on le verra peut-être de plus en plus au Sarlat, le rapport qu'ils peuvent avoir avec les gens originaires d'autres immigrations. Et on voit que chacun occupe un peu de l'espace, mais que les Bulgares en occupent de plus en plus. Donc il y a le relationnel, le vivre ensemble aussi de là-bas, qui est intéressant à étudier. Et en fait, il faut pouvoir avoir des relations avec le plus d'acteurs possible. Très bien, Stéphane. Je me tourne vers Séverine. Il ne nous reste pas tout à fait une demi-heure, mais je pense qu'il serait bien qu'on donne un peu la parole à chacun de nos auditeurs, internautes. Donc, allons-y. Séverine, reprends la main et tu gères ça. Oui, je crois qu'il y a Maryse depuis tout à l'heure qui veut s'exprimer. Vas-y. Je mets mon micro, merci. Je voudrais remercier d'abord Stéphane et Marina d'avoir accepté et Séverine d'avoir organisé et Gérard de faire le médiateur là-dedans. Oui, moi je vais jeter un peu les pavés dans les mares, je vais un peu faire de la provoque, je vais un peu faire tout ça, histoire de vous pousser tous les deux dans vos retranchements et de nous dire là où on en est exactement, comment on peut faire de l'intégration. Moi je suis par rapport à cette immigration assez pessimiste parce que j'y ai réfléchi pendant des années là. Il faut se dire que ce n'est pas une immigration de 3 ans, c'est une immigration à Moissac qui a 12, 13, 15 ans, avec de plus en plus de personnes en été et avec des difficultés qui vont grandissantes. Pendant toutes ces années, rien n'a pas été fait. Il y a de la médiation sociale qui s'est fait depuis maintenant 5, 6, 7 ans avec des gens concernés par ce qu'ils font, avec de l'interprétariat difficile mais qui a existé. Et c'est difficile avec cette population. Moi, j'ai aussi mon expérience personnelle de des relations avec cette population, hein, de par au plan professionnel, où j'ai été quand même pendant des années très proche
de la gente féminine et où je les voyais, ces futures mamans et ces femmes très, 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 très régulièrement, ce qui, quand même, entre femmes dans le sud de la France et dans une population du sud, crée des liens et des liens que j'avais très facilement et qui est très durable avec toutes les autres populations migrantes et que je n'ai pas eu du tout avec cette population. C'est des femmes qui, autant la population maghrébine me sautait au cou quand j'allais avec elle chercher mes gosses à l'école, autant cette population, je n'ai pas le moindre bonjour. Ce qui est quand même assez bizarre. Je ne sais pas s'il y a des... Enfin, c'est une communauté comme ça, voilà. Donc ça, je trouve que c'est quand même compliqué. C'est une immigration économique, mais toutes les immigrations qu'on a eues, c'est Marina qui disait ça tout à l'heure, c'est une immigration économique, mais toutes les immigrations que l'on a eues à Moissac, ville pauvre agricole au milieu du sud-ouest, a toujours été une immigration économique. Quand on quitte son pays avec sa famille, c'est qu'on ne gagne pas sa vie quand on est dans son pays d'origine. C'est comme ça, hein, à toutes les époques. Donc, c'est la même immigration que les autres, mais avec, et puis la preuve, c'est qu'on en parle, beaucoup de difficultés. Du travail à l'année, il y en a dans l'agriculture. Le problème, c'est que le travail à l'année, c'est pour un tiers de l'année, on va dire, un travail spécialisé pour lequel il faut une formation. Et là, je rejoins les cours de français, parce qu'il y a des associations quand même qui s'occupent de ces personnes, avec des cours de français organisés, avec des formations à Pôle emploi ou ailleurs pour ce côté un peu spécialisé dans certaines tâches agricoles, en particulier la taille, en particulier conduire un tracteur ou toute autre machine. Ces gens ne sont pas du tout assidus à ces formations. Que faire ? Voilà. La répression, moi, je n'y crois pas non plus. La répression, c'est pas des... Voilà, il n'y a rien à faire comme répression, je pense, hein, parce que on n'a pas, à Moissac, remarqué qu'on se faisait... Enfin, voilà, il ne se passe rien dans Moissac, à mon sens. Hein, je ne sais pas, peut-être que j'idéalise, mais je ne pense pas. Voilà. Après, les logements, c'est compliqué. Il y a effectivement des marchands de sommeil. Il y a aussi des gens qui louent. Ils ont une façon de gérer le logement qui est quand même différente. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai eu des témoignages au Sarlat où une famille arrive, loue un logement social au Sarlat. C'est par exemple une famille de 4 personnes. Eh bien, 3 mois plus tard, il y a 3 familles de 3, 4, 5 personnes dans le même logement. Donc, voilà. Et puis, il y a la difficulté du Moissaguais qui, quand même, a voté en grande partie Front National et qui, je pense, n'est pas prêt pour une certaine partie, j'espère pas tous, mais une certaine partie, à ne pas faire de pas en avant. Voilà, je me tais. Voilà. Je me tais. On va les laisser répondre parce qu'effectivement, tu as soulevé des questions et tu as mis les pieds dans le plat de manière très, très forte. Donc, voilà, Marina, Stéphane. Marina, vous pouvez commencer ? Oui, vas-y. Allez-y. Allez-y, si vous voulez commencer, allez-y. Pour les formations, effectivement, ce qui est intéressant, ça serait des formations au niveau du français, mais sur le travail. Parce qu'il faut pouvoir les intéresser. C'est comme pour les jeunes qui vont souvent à partir du collège, parce que c'est un point qu'on n'a pas soulevé et qui est pourtant important. Pour moi, le principal problème d'intégration de cette communauté, ça va être au niveau du problème de mariage précoce et d'avoir des enfants très précocement. Et c'est valable, on met l'accent sur les femmes souvent, mais c'est la même chose pour les hommes, parce qu'ils ne s'investissent dans plus rien d'autre, ils deviennent pères de famille du jour au lendemain. Et c'est pareil, en fait, les adolescents, ce sont des adolescents, ils se prennent pour des hommes et des femmes accomplis. Ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas l'occasion de faire de formation longue, tout simplement aussi parce que dans leur communauté, ils se voient simplement succéder à leurs parents
ils se disent que ça leur suffit de travailler comme saisonniers. Et il y a tout un travail à faire justement sur les perspectives que ça leur offrirait. Et ça ne se fera pas en un jour non plus. Mais ça, pour moi, c'est le problème central, bien au-delà de tous les problèmes que vous allez soulever, parce qu'il faut d'abord ce verrou pour que tout le reste, en fait, bouge. Et ça sera le verrou qui sera le plus difficile à bouger, parce que le jour où ils ne se marieront que lorsqu'ils seront majeurs, les gens seront plus éduqués, donc ils vous comprendront mieux. Ils auront plus le même parcours que les autres moissaguets, les mêmes connaissances, et ils intégreront plus facilement leur génération moissagaise. Bon, du coup, je repasse sur le reste au niveau de la formation. Une formation pour le travail, on avait déjà envisagé ça sur les lieux de travail, pouvoir se déplacer et faire un petit apprentissage régulier, mais ténu, parce qu'ils n'ont pas une grande concentration. Hein. Donc, au bout d'une demi-heure, vous ne les avez plus. Donc, si vous faites des formations de plus d'une demi-heure, tout ce que vous direz, ça va passer aux oubliettes aussi sec. Donc, chez eux, en fait, il faut avoir quelque chose de court qui puisse leur être utile. Il leur semble que ce soit utile. C'est-à-dire, le travail, pour eux, c'est très bien. Les démarches, même s'ils ne veulent pas être autonomes, ils pourront être intéressés. Mais si vous passez sur des sujets qui sont déjà un peu trop loin de leurs préoccupations actuelles, vous êtes dans l'erreur parce que ça ne va servir à rien, ils ne vont pas s'investir. Et pour ce qui concerne les formations, mais certains ont réussi à être tractoristes. C'est une minorité, mais comme certains ont réussi à l'être, je ne vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas l'être aussi. Donc c'est un travail, il va falloir les individualiser et avoir des rapports. C'est pour ça qu'il faut avoir des rapports directement avec le plus possible avec les familles en tant que telles, ce que font les travailleurs sociaux, mais il faut qu'en fait les agents moissagués des différentes administrations et les moissagués essaient de faire eux-mêmes avec leurs propres voisins et ne pas rechercher le passage par des gens qui seraient plus évolués de manière à ne pas cultiver cette culture de l'intermédiaire qui est facile dans leur communauté mais qui nous pose problème parce qu'eux ne voient pas à quel point leur comportement peut être déviant. Ils ne le voient pas forcément parce que ça fait partie de leur culture et ils vont le développer très rapidement. Or, nous, on a besoin pour qu'ils évoluent, qu'ils justement ils apprennent le français, d'avoir des rapports les plus directs, même s'ils sont difficiles. C'est aussi difficile et c'est pour ça que moi, le travail de médiation a déjà été entrepris. L'inconvénient, c'est que le travail de médiation qui a été entrepris sur la base d'une migration normale. Or, là, on a à la fois une problématique comme c'est un peu celle des gens du voyage. En plus, c'est une communauté étrangère. On a les deux qui se télescopent. Donc, et en plus, ce n'est pas des gens du voyage classique puisque ce sont des sédentaires. Donc, on a affaire à une communauté très particulière. C'est pour ça la dureté du travail est surtout là. Là, et le verrou dont je vous avais parlé, qui est vraiment le verrou qui sera essentiel pour l'intégration parce que tant que vous n'aurez pas le verrou du mariage précoce, vous n'aurez qu'un mariage entre Roms bulgares. Et vous ne pourrez pas avoir de mixité sociale de ce point de vue-là. Marina, quelque chose à rajouter, Marina? Oui, non, moi je suis d'accord avec Stéphane, c'est exactement ça. C'est la non-mixité aussi, le mariage précoce. Voilà, c'est tout ça. Ce sont des éléments très compliqués, complexes. C'est un travail de longue haleine. Après, oui, que dire de plus? Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais il faut commencer par quelque part et il faut commencer par, par aller les voir. Donc, il y a eu déjà un travail qui a été fait par des associations, c'est bien cela, par des interprètes, vous disiez, je n'ai pas bien compris. Oui. Escale Confluence, en fait, il y a la médiation de la mairie, oui. Mais les médiateurs, en fait, à mon sens, comme ils ont moins de contacts, ils restent dans les environnements, mais ils ne vont pas forcément trop au contact de ces populations. À mon sens, il faut avoir une démarche beaucoup plus offensive, aller les voir, même si on n'a pas grand-chose à leur dire, s'exprimer avec les mains s'il faut, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'être en immersion, mais rester à leur contact. Parce qu'ils chercheront peut-être à avoir des explications à un moment donné, et ça sera le moment pour créer une relation privilégiée avec cette population. Donc, à mon sens, c'est ça qu'il faut privilégier, c'est quelque chose de plus offensif, pas être je suis sur la place, je reste, j'attends, mais
aller vers eux de manière quasi systématique. Aller les voir, leur dire bonjour, est-ce que vous allez bien, des phrases très basiques qui, à force, ils vont les intégrer sans aller chercher très loin, rester très simple. Et moi, ce que je pense, c'est que du côté des Moissagais, il faut avoir de l'information, même si au départ, ça ne donne rien, mais organiser de l'information, notamment auprès des personnes les plus âgées. Parce que c'est elles qui ont le sentiment d'insécurité. C'est un sentiment qui est certes en grande partie infondé, mais il est là. Et c'est cette frustration en plus que bon, ils emmagasinent parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux. C'est là qu'il faut arriver à faire le lien entre riverains, arriver à les réunir. Les Bulgares n'ont pas forcément envie de leur parler et eux n'ont pas forcément envie de leur parler. Mais il faut trouver le moyen de les faire se rencontrer quand même. Et au bout d'un moment, ils auront moins peur les uns des autres. Et bon, ben, du coup, un début de relation peut naître. Mais bien sûr, c'est très long ce que je vous parle. Hein. On est sur le point de vue stratégique. Bien compris tout ça. Séverine, y a-t-il d'autres réactions? Oui, alors j'ai une question à poser, mais avant ça, je vais laisser la parole à Franck Bousquet qui, en tant qu'animateur, ne peut pas lever la main. Et j'invite chacun qui veut s'exprimer à cliquer en bas. Il y a un petit icône qui s'appelle Réaction. Vous cliquez dessus et vous dites lever la main pour poser vos questions. Allez, Franck, oui. Il nous reste peu de temps, mais on va essayer de répondre à tout le monde. Franck. Oui, merci Séverine et merci surtout Stéphane et Marina. Effectivement, c'est passionnant parce que on apprend un certain nombre de particularités sur cette immigration moissagaise qu'il faut aussi remettre en perspective puisque effectivement aucune vague d'immigration ne s'est bien passée où que ce soit, ni à Moissac ni ailleurs. Toutes les vagues d'immigration ont provoqué leur lot de tensions, leur lot d'incompréhension. Je pense que c'est inhérent effectivement à ce type de comportement. Donc là-dessus, ce que vous nous dites nous aide à comprendre et je pense qu'il y a un vrai besoin de médiatiser ce genre d'informations pour que tout le monde les ait. En fait, j'avais deux questions qui étaient deux questions plus précises. La première, c'est donc est-ce que on est vraiment dans un cas qui est un cas unique ou très particulier, c'est-à-dire une arrivée massive de ces populations roms en très peu d'années, parce que 10 ans c'est très court, hein, pour arriver à des populations de 1500, 1600 sur une population de 13 000 habitants dans les mois d'été, c'est un pourcentage très important, c'est arrivé très vite. Donc est-ce qu'on a d'autres exemples ailleurs en Europe? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, qui ont pu être pensées justement pour favoriser le dialogue? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, elle avait plutôt trait aux structures intermédiaires qui permettaient ce dialogue, c'est-à-dire que vous nous avez dit qu'il y avait une vraie méfiance vis-à-vis des autorités qui est due effectivement à leur histoire, à ce qui se passe en Bulgarie depuis des décennies, voire des siècles, en termes de mise à l'écart. Et donc, on est plutôt sur une importance de structures intermédiaires, donc associatives, qui pourraient effectivement mettre en place un certain type de dialogue. Donc, ça aussi, est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on voit comment ça peut fonctionner? Donc, voilà, c'est les deux types de questions. La première qui a plutôt trait à une comparaison nationale ou internationale sur ce type de migration, et la seconde qui porte plutôt sur le type de structure, parce que vous nous dites que même Escale Confluence c'est un peu trop loin, c'est un peu trop peut-être un peu trop officiel, avec de la maraude qui est peut-être pas la façon dont il faut le faire. Donc voilà. Allez, Stéphane. Je commence. Donc, alors, pour les associations, eux, ils ont l'habitude de fonctionner avec des associations roms. Mais nous, notre mode de fonctionnement, ce n'est pas forcément des associations roms. Moi, je trouve que l'évolution d'Escale Confluence ces derniers mois, le travail, de toute façon, je suis en dialogue souvent avec les travailleurs sociaux qui sont là-bas auprès des roms. Et moi, ce que j'ai vu ailleurs et qui fonctionnait, c'est justement ça, c'est ce travail sur l'autonomie. Donc, en fait, une association classique, dès qu'ils vont avoir besoin d'avoir du soutien pour les démarches, ils vont aller vers elle. Donc, le principe qui est établi, de toute façon, moi, je pense qu'il faut le poursuivre, l'accentuer
d'avoir toujours cette recherche d'autonomie. Je pense que ça, c'est le bon modèle. Et je pense qu'il ne faut pas regarder trop ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est vraiment des cas différents. Alors, je vais parler de l'immigration qu'il y avait ailleurs en Europe. Et il faudra peut-être faire un point avant la fin sur l'immigration actuelle qui vont se poursuivre et expliquer le contexte actuel, qui est un peu particulier. Donc, on est là au milieu de la France. La France, il y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Tous des pays qui ont accueilli beaucoup de Bulgares et qui ont accueilli beaucoup de Bulgares au Rome. En 2019, avant que le Covid intervienne, il y avait une campagne médiatique qui prenait les Bulgares en défaut au niveau de la presse allemande. Et les Roms étaient vraiment des populations que les populations sur place ne pouvaient plus sentir et voulaient justement que cette immigration rentre en Bulgarie. Donc il y avait vraiment pendant plusieurs mois, ça a été important. C'est la première fois qu'en Allemagne, il y avait cette vague-là. Et l'Allemagne, c'est une population qui accueille des gens qui viennent du coin de Pazardzhik. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple, de Pechtera, de Plovdiv. Donc c'est vraiment ce district, les districts d'à côté, c'est beaucoup de gens de cette région-là. Donc, vous avez Stéphane, sans vous couper, est-ce qu'il sera possible de nous envoyer un petit, de nous écrire le nom de ces associations ou en tout cas de ces lieux pour qu'on puisse les retrouver nous facilement après la. Oui, pardon, je vous ai coupé. Il n'y a pas de souci. Non, enfin, au niveau des associations, il n'y a pas vraiment d'association de type, mais les lieux, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut voir les districts pour après les situer effectivement où est-ce que ça se trouve en Bulgarie. Après, sur le fait que les Bulgares soient ici, il y a toujours ce phénomène d'opportunité. Et si ça s'est développé autant à Moissac, c'est simplement parce qu'il y a une opportunité énorme et que justement cette main-d'œuvre correspondait exactement aux besoins. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas ailleurs? Il y a eu d'autres cas. En Espagne, de toute façon, les campagnes accueillaient énormément de Bulgares. Et ces Roms ont souvent vécu dans des maisons qui étaient abandonnées. Donc, ça ne causait pas de problème, parce qu'en fait, il y avait des maisons abandonnées. Ils travaillaient dans l'agriculture. Souvent, ils travaillaient un moment, comme en Espagne, c'est toute l'année. Ben, ils travaillaient un moment, quand ils avaient suffisamment d'argent, ils s'arrêtaient un moment et ils reprenaient quand ils le souhaitaient. Vous avez ce côté un petit peu nonchalant, bon, qui a du mal à se faire dans notre culture un petit peu occidentale. Il y a ce côté un petit peu oriental où on prend le temps de vivre, et le travail, on prend le temps de travailler et de vivre après. Il y a un temps pour tout. Et vous le retrouvez pas seulement chez les Roms, mais dans cet aspect oriental où bon, ben, on n'est pas un quart d'heure, une demi-heure près. C'est pas seulement le quart d'heure toulousain, c'est plus ample que ça. Donc vous pouvez avoir des problèmes aussi au niveau des rendez-vous qui ne vont pas forcément correspondre, tout ça, mais c'est leur manière de vivre. C'est aussi des choses qu'il va falloir travailler, mais c'est moins, effectivement, des points moins importants qu'ailleurs. Et effectivement, bon, on a d'autres cas avec la petite ville d'Autun qu'on trouve en France, qui a accueilli une population bulgare aussi importante là-bas. Mais la différence, c'est que là-bas, les Turcs bulgares sont majoritaires. Comme on a parlé au début, il y a différents groupes ethniques. Et là, la majorité, ce n'est pas le même groupe. Donc, et en plus, ce sont des Roms turcophones qu'on a là-bas. Donc, ce n'est pas exactement le même type de population que ce que vous avez. Après, s'ils ont réussi à prendre un petit peu les choses en main, c'est effectivement parce qu'il y avait une politique de la ville plus inclusive. La différence de Moissac et d'Autun, c'est qu'à Moissac, les travailleurs sociaux d'Escale sont plus en pointe, alors qu'à Autun, c'est la municipalité, effectivement, avec ses médiateurs, qui est en pointe. Et c'est peut-être ce qui manque, ce que je disais, c'est qu'il faut qu'en fait, au niveau il y ait plus de médiateurs dans les rues et que les médiateurs aillent au contact. Peut-être avec plus un binômage avec Escale Confluence, qui a plus d'expérience dans ce domaine-là. Les travailleurs qui sont là-bas, même s'il y a beaucoup de renouvellement, je sais, mais on acquiert vite une expérience là-bas parce qu'ils sont confrontés sans arrêt aux problèmes de cette population. Donc, ce sont des gens forcément plus expérimentés. Et si on veut que ce soit... il y a toujours la possibilité d'essayer de rechercher un médiateur bulgare, ce qui s'est fait à d'autres endroits. Mais il faut toujours prendre attention de dire, mais d'où est-ce qu'il vient? Ça serait bien qu'ils ne viennent pas du même lieu pour ne pas avoir de problème vis-à-vis des autres familles, mais aussi ne pas se sentir trop concerné et avoir suffisamment de neutralité. Donc, c'est difficile. Vous pouvez en trouver sur Toulouse,
mais effectivement, c'est un profil qui est plus difficile à rechercher. Mais si on veut essayer de les immerger dans la culture française, effectivement, avoir des travailleurs sociaux français qui sont au contact, ça les obligera à faire des efforts. Donc c'est intéressant. On a déjà une médiatrice de toute façon là-bas qui parle le bulgare. Il ne faut pas non plus trop centrer tout là-dessus. Ça aide pour éviter les intermédiaires à des moments donnés. Donc il faut avoir des traducteurs sous la main pour, dès que les intermédiaires reviennent pour essayer d'avoir des bas de chiche, de profiter d'une situation, on puisse éliminer leurs contacts par le biais de traducteurs. Mais après, d'une manière générale, pour les immerger, il faut qu'ils soient obligés d'aller vers la population, obligés d'aller vers les administrations, même si ce n'est pas toujours facile, y compris pour les gens qui sont à l'accueil, quel accueil que ce soit. Très bien. Je vois qu'il y a 2 autres interventions. Alors, on y va. Je ne sais pas qui est le premier à tirer. Oui, moi je voulais poser une question. Est-ce que, d'une part, est-ce que la religion serait un moyen, en tout cas rentrer avec les responsables religieux, rentrer en contact, en lien avec les responsables religieux, pourrait nous aider à mieux comprendre ces populations? Et j'avais envie également de poser la question, on a Jules Dufaux qui est avec nous, qui est un jeune Moissaguais de 18 ans. Jules, est-ce que tu as été à l'école avec ces populations et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur profil? Donc voilà, au choix, qui veut répondre le premier? Je peux répondre, oui. Donc oui, j'ai été à l'école donc depuis la maternelle sur Moissac. Donc j'ai été avec des populations roms surtout sur les écoles primaires, beaucoup moins sur le collège. Donc déjà on remarque qu'il y a un décrochage sur le niveau scolaire du secondaire. Puisque les femmes, vous pourrez me contredire, mais je crois que certaines filles à l'âge de 14 ans peuvent être soumises à un mariage de la part de leurs parents. C'est un peu similaire, je crois, dans la population gitane. Donc il y avait quand même une forme on pourrait pas appeler ça un communautarisme, mais je veux dire un regroupement des populations roms au sein même des écoles. Il y avait très peu de mixité, très peu d'échanges entre les différentes communautés. Donc je pense que c'est déjà visible dès l'école, dès le plus jeune âge, dès le processus d'éducation qui déjà divise et sépare les communautés, les communautés roms avec les Moissaguais. Je voulais aussi intervenir puisque j'ai une question et je soulève aussi une problématique sur cette immigration et sur la question de sa durabilité. On sait qu'il y a eu l'immigration arabe, sahélienne, arabe, du monde arabo-musulman, qui s'est plutôt bien intégrée sur Moissac, sur le cas moissaguais. C'est une immigration qui a été durable, puisqu'aujourd'hui, ces populations sont vraiment sédentarisées sur Moissac. Or, la population rom à Moissac, cette question de la durabilité, puisqu'on a soulevé le fait que c'était l'agriculture qui était le moteur et qui était responsable de la présence, qui justifiait la présence rom à Moissac. Or, si on en suit aussi les faits structurels de notre modèle de développement, on peut se tourner aussi vers une agriculture qui va aussi se moderniser, qui va tendre vers de nouvelles technologies et qui va demander beaucoup moins de main-d'œuvre. Et c'est aussi quand même un fait sur du long terme qui arrivera aussi. Donc, est-ce que déjà, d'une part, on a une acceptation, une volonté de la part des populations roms de vouloir se sédentariser en France à Moissac, et d'autre part, est-ce que dans notre modèle structurel, on pourra toujours proposer ces emplois peu qualifiés à cette population rom aussi? Donc, c'est ces deux problématiques. Et je pense, avant de pouvoir, parce qu'on a soulevé les différents leviers d'action sur l'éducation, dès l'éducation, des leviers d'action sur une médiation, sur des associations, sur une acceptation de la part des Moissaguais, avant de réfléchir, je trouve ça très bien de vouloir réfléchir à ces leviers d'action, mais
peut-on aussi réfléchir d'abord à quelle est la volonté et quelle prospection peut-on donner à la présence des Roms de la population Rome sur Moissac? Et a-t-elle le souhait, le souhaite-t-elle, et est-ce que nous pourrons aussi leur proposer tous les moyens pour qu'ils puissent rester? Donc, c'est ces questions-là que je voudrais aussi poser. Une dernière chose peut-être, et je fais très rapidement, l'éducation, je pense, c'est la priorité, c'est un projet sur la durabilité, encore une fois, et l'éducation, je pense que c'est ce qui, au long terme, pourra permettre l'intégration des générations futures. Or, aujourd'hui, je crois qu'à Moissac, il y a très, très peu de fonctionnement sur l'intégration des communautés roms dans les écoles, puisque sur le collège, de ce que j'ai pu voir et entendre, il y a encore très, très, très peu d'enfants et d'adolescents roms. Voilà. Bien, merci Jules pour ce témoignage et ces questions. Donc, il y a deux questions quand même, hein, la religion et la volonté d'intégration ou pas. Alors, Marina, peut-être sur la volonté d'intégration, tout de suite des éléments de réponse, parce qu'évidemment, nous n'avons pas des réponses définitives, mais quelques éléments de réponse peut-être. Voilà, s'ils ont une volonté de rester, je ne sais pas. Je n'ai pas discuté avec eux, je ne connais pas exactement, je ne les connais pas, je n'ai pas discuté, je ne sais pas. Après, s'il y a du travail, oui, ils vont rester. S'il n'y a pas de travail, peut-être qu'ils vont partir. Mais ils peuvent très bien s'adapter parce qu'il faut dire que ce sont quand même des communautés qui se sont très, très bien adaptées pendant les siècles à différents régimes, différents pays. Voilà, ils s'adaptent très, très bien quand même. Donc, ils peuvent rester. S'ils trouvent du travail, ils peuvent rester, oui. L'éducation, oui, c'est très, très important, bien sûr. Et effectivement, ce que disait le jeune homme, excusez-moi, je ne me souviens plus du prénom, c'est exactement ce qu'on observe aussi en Bulgarie, c'est-à-dire qu'autant il peut y avoir beaucoup de Roms dans les classes primaires, autant ensuite, plus on évolue, collège, lycée, ça diminue. Et ça rejoint pourquoi, ce qu'il disait Stéphane, c'est justement parce qu'ils se mariaient jeunes. Et donc, à l'âge de effectivement 13-14 ans, dès que la jeune fille comment dire, et devient femme, en fait, elle se marie et elle devient mère, et le jeune garçon, il devient père. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, c'est difficile de poursuivre les études, de faire carrière, etc. En fait, ils suivent l'exemple de leurs parents et souvent ils suivent, ils font les mêmes métiers que leurs parents, donc le père, enfin le fils comme le père. Voilà. Effectivement, c'est la question clé, c'est cette question de mariage précoce. Et de mixité. Oui, mais... La religion, oui, moi honnêtement, je pense que d'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai vu, ça peut être une porte d'entrée parce que pour eux, c'est très, très, très important. Hein. Peu importe la religion, pour les Roms, qu'ils soient musulmans, chrétiens, c'est très important. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut être une porte d'entrée. Voilà. Je rajoute une dernière chose. Voilà, la question, c'est comment peut-on marier à la fois les considérations culturelles de cette communauté avec la considération culturelle qui, pour nous, serait l'émancipation aussi de cette population-là pour lui permettre son intégration. Donc, puisque, un exemple concret, si ces jeunes filles se marient à 14 ans, il va être compliqué pour elles de pouvoir suivre après une émancipation par l'éducation, par la formation, et pouvoir après s'insérer dans la société telle qu'elle est conçue pour nous. Donc, je pense que c'est cette complexité entre leur culture, la culture de la communauté rome, et le modèle français et notre modèle d'émancipation. Donc, je pense qu'il doit y avoir en partie, de chaque partie, un mouvement vers l'avant. Mais je pense que la culture telle quelle des Roms, pour leur intégration, ne
structurellement, ne pourrait pas leur permettre ce souhait de vouloir les émanciper et les intégrer les intégrer au sein même de la société en général. La complexité et la longueur du processus, au cœur du problème. Et je vois qu'il y a une intervention aussi d'Alvarado. Il a levé la main. Miguel, c'est la rue Gambetta en force. Miguel, parce que je n'ai pas son prénom. Pardon, Miguel. Alors, Miguel. On n'entend pas Miguel. Ah, vous m'entendez là? Voilà, très bien. Non, voilà ce que je voulais dire, moi, par rapport à tout ça, c'est que comme j'ai entendu Maryse tout à l'heure qui disait oui, ils ne disent pas bonjour, ils sont un peu plus fermés et tout ça. Bon, après, au début, moi, avec ma femme, on pensait ça aussi, qu'il y avait un peu de mal à dire bonjour et tout ça, mais de fil en aiguille, là, maintenant, c'est plus vrai, quoi. Au bout d'un an, maintenant, 2 ans qu'on est là, et que les Bulgares nous disent bonjour. Après, je crois que c'est dur de toute façon. Les Moissagais, ils ne disent pas bonjour non plus. Et ce n'est pas donné à une communauté non plus de dire bonjour à tout le monde. Et après, pour l'histoire des filles qui sont jeunes et qui se marient ou qui ont des enfants, ça existe aussi chez les musulmans et pourtant, ça ne les empêche pas d'être intégrés ou nous dire bonjour, de scolariser les enfants. Chacun choisit aussi ce qu'il a envie de faire. Après, moi, je suis espagnol et les gens, nous, on est venus sous Franco, pareil en France, pour être libérés. On a fait tous les métiers comme ça. Les gens, ils disaient les espagouins, plein de choses et tout ça sur nous. Et après, au fur et à mesure, les gens se sont intégrés. On a réussi, chacun à grandir avec la culture française, avec la culture espagnole. Et tout le monde s'est très bien intégré, qu'il faut avoir confiance, quoi. Je pense, voilà, c'est pas facile de connaître les gens, mais après, en faisant un petit peu d'efforts, au fur et à mesure, ça arrive. Voilà, il ne faut pas stigmatiser c'est que c'est un problème moissagais aussi. Je crois que à Moissac, il y a beaucoup de gens, de toute façon, qui n'aiment pas trop les étrangers d'une manière générale, quoi. Nous, on vient de Normandie. Et depuis qu'on s'est installé ici, on a remarqué ça. Dans le magasin, dans mon travail, partout, j'ai remarqué que les gens, de toute façon, ils avaient d'une manière ou d'une autre des problèmes avec les autres, quoi. Qu'après, les Bulgares, c'est comme ou les Roms, c'est pareil pour tout le monde. Il y en a qui veulent travailler, il y en a qui ne veulent pas travailler. Voilà, et puis qu'au fur et à mesure, si on sourit, qu'on dit bonjour et qu'on fait les efforts, soit associatifs, soit personnels vis-à-vis des autres, les gens le remarquent et que de fil en aiguille, les gens s'acclimateront et arriveront à s'intégrer correctement, quoi. Il faut faire confiance aux gens. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais je voulais le dire. Merci Miguel. Juste parce que je ne connais pas Miguel et qu'il ne me connaît pas non plus. Chez vous, c'était les espingouins, chez moi, c'était les macaronis. Donc, je ne stigmatise personne. Et voilà, chacun son truc. Y a-t-il encore une réaction, un commentaire, une question? Sinon, on va peut-être… Michel Cassignol. Ah, Michel Cassignol, je ne l'ai pas vu. Dommage. Ah, et Raymond Boursiac, juste après, et après on termine. Merci. Alors, juste un mot, simplement. Stéphane a dit tout à l'heure qu'il faudrait que les éducateurs de rue aillent au contact de la population rome. Je le pense aussi, bien sûr, mais je crains qu'avec le maire actuel, ce soit plutôt la police municipale qui aille directement en contact. C'est clair. C'est probable. C'est probable. Et Raymond Boursiac voulait intervenir également. Oui, avec plaisir. Je vous remercie d'avoir organisé cette discussion. Mais je peux apporter mon expérience. J'ai trois familles bulgares comme locataires, dont une depuis 10 ans. Et j'ai des rapports tout à fait sympathiques avec eux. Ils me ramènent leur alcool, ils me ramènent leurs saucisses et je n'ai pas de problème particulier au niveau général en tant que bailleur. Concernant les relations au niveau administratif, ils se tournent vers moi pour venir essayer de résoudre leurs problèmes. Et depuis 10 ans, le locataire le plus ancien parle assez bien le français. Et ses 2 enfants, effectivement, la fille qui s'est mariée à 16 ans a eu un gosse à 17 ans. Le garçon, lui, a 18 ans et il était aussi marié et il a maintenant 2 gosses à 22 ans. Mais ils essaient de s'intégrer.
intégré, le garçon, et actuellement, je suis en contact avec lui pour qu'il veut essayer de créer une entreprise, une micro-entreprise, et il est un peu perdu au point de vue des formalités. On doit se rendre à Montauban, à la chambre consulaire, pour savoir un petit peu quel doit être le processus pour organiser ça. Donc, je dirais, moi, en résumé, qu'ils essayent, certains, de s'intégrer, ils essayent de créer quelque chose, d'avoir une activité même autre que celle dans l'arboriculture. Un, c'est une boulangerie, l'autre, c'est un lavage de voitures, etc. Et donc, j'ai peut-être pas le même avis des gens qui sont intervenus ce soir sur les possibilités d'intégration. Peut-être qu'il faudrait mettre des passerelles pour avoir un contact un peu plus amicaux et des relations de personnes, au lieu d'avoir un sectarisme entre les Moissagais et les Bulgares qu'on considère pour le moment comme des étrangers. Et on a eu, disons, ces problèmes d'intégration par le passé avec les Pieds Noirs, je me souviens, avec les Espagnols, les Italiens. Mais j'ai vécu des Pieds Noirs quand ils sont rentrés en France, les difficultés qu'ils avaient d'intégration. En tout cas, je crois que, bon, au niveau de la communauté bulgare, Moissac est un petit peu la cité dortoir. Et beaucoup de Bulgares travaillent à 20, 30, 40 km de Moissac pour aller travailler à Marmande pour les tomates ou du côté de Montauban, et ils se sont regroupés ici et nous en avons une communauté qui est importante. Alors peut-être que dans la relation qu'on peut avoir avec eux, ça serait aussi de voir et de les aider à mettre en place une association avec une structure qui permettrait de pouvoir avoir des discussions intéressantes avec eux et ensuite avoir des relais, des passerelles, des interfaces qui nous permettraient de faire passer les informations et qui permettraient certainement d'avancer, de faire avancer les problèmes. Bon, après, je crois que de ce côté-là, je n'ai pas de difficulté en résumé particulière avec eux. Quand j'ai besoin de services, si j'ai besoin de bras pour faire une manipulation à la maison, eh bien, je fais appel à eux. Ils arrivent à 2, 3, 4, 5, 10, 15, et sans problème, ils m'aident pour résoudre les problèmes. Voilà mon expérience rapidement. Je vois que l'heure, il est 20h19 ici. Oui. On a un peu dépassé, mais franchement, le débat valait le coup. Ouais. Je pense qu'on était vraiment dans un échange extrêmement constructif, très intéressant, avec des points de vue qui se complètent, ne se contredisent pas forcément, mais se complètent. Ton témoignage, Raymond, est un témoignage qui vient apporter une note d'espoir, mais qui en même temps montre que il y a encore du chemin à faire, et c'est ce qu'on a essayé de dire et d'expliquer tout au long de cette réunion. Je pense qu'on n'est pas au bout de la réflexion. Je pense qu'on a eu quand même un certain nombre d'éclairages intéressants, à la fois historiques, économiques, sociologiques, religieux aussi, sur ces populations-là. Et on a bien compris que le travail n'était pas terminé ni d'un côté ni de l'autre, ni parmi les arrivants, ni parmi la population qui accueille sur Moissac, avec des questions réelles, comme Raymond souligne en fin d'intervention, à savoir que Moissac est devenu la base arrière de toute la communauté qui travaille probablement bien au-delà de nos frontières communales. Et donc, ça pose aussi d'autres questions, et ça pose le problème de l'échelle à laquelle on va essayer de traiter ou d'aborder ces questions-là. Voilà, moi en tout cas, je vous remercie. Je remercie bien sûr Stéphane et Marina qui se sont prêtés et ont fait un travail d'explication remarquable, avec du concret, avec du savoir, et c'est très important de pouvoir conjuguer les deux. Et je remercie évidemment tous ceux et toutes celles qui étaient présents à cette réunion, qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas fini. Nous essaierons de donner une suite à tout ça. On va déjà effectivement avoir un enregistrement de cette émission. Probablement quelques notes annexes qui viendront compléter ce qui s'est dit, notamment sur les lieux d'implantation et les opérations qui sont menées ici ou là. Et puis on se retrouvera
probablement encore plus nombreux demain ou après-demain, pour parler de cette question et avancer sur ce sujet. Je te laisse le dernier mot, Séverine, puisque c'est toi qui as ouvert la séance. Moi, je suis ravie, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Marina, et merci à tout le monde d'être venu. Et vraiment, on continue, quoi. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et merci à tous. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.